Bien bonjour les gens, c'est Raider et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du let's play de l'horreur. Du let's play de Seiya no Uta, je sais pas pourquoi j'ai bégayé, c'est pas grave. Et la dernière fois on s'était laissé ici en fait c'était sur le flashback de notre héros Fuminori, enfin de notre héros à prendre avec des pincettes, de notre personnage Fuminori, hein, c'est son origin story, hein, comme on dit dans le jargon. Et donc voilà. Donc là, on commençait l'histoire, donc sur ce, on est parti. Lorsque j'ai repris connaissance dans une salle de l'hôpital universitaire T, le monde était aussi sombre qu'il l'est maintenant. Je n'avais pas recouvré la vue, bien que mes yeux et mes nerfs optiques fussent intacts. Fussent intacts. Je sais pas comment... Mes nerfs optiques fussent intacts. Bon, ouais, puis merde. Ça devait être une séquelle de l'accident. La cécité fut un choc, mais à présent, je sais que ma souffrance d'alors n'était rien. Après tout, mes sens de l'ouïe, du toucher, du goût et de l'odeur fonctionnaient parfaitement à ce moment-là. La véritable tragédie commença comme un vieux revin. Oui, moi aussi, si je retrouvais la vue et que je voyais ça, je me percerais les yeux. Enfin, lui, il a pas fait, mais moi, c'est ce que je ferais. Parce que voilà, hein, quitte à être aveugle, je préfère être... je préfère. Au moins, grâce à ce que l'on pourrait appeler de la miséricorde, j'avais été capable d'accepter le terrible accident qui venait de m'arriver et l'opération neurochirurgicale qui avait été découlée alors que j'étais encore aveugle. Je me mis à paniquer lorsque je vis pour la première fois l'hôpital cauchemardesque et les formes à vous figer le sang des médecins, des infirmières, bien que je devinais vite de qui il s'agissait. Je frissonne en pensant à ce qui se serait passé si j'avais recouvré la vue en même temps que ma conscience. Soudainement éveillé au milieu de ce que l'on peut que décrire comme étant l'enfer, il ne fait aucun doute que j'eusse perdu la raison instantanément. Bientôt mon trouble se propageait au sens du toucher, du goût et de l'odorat. Au sein de la structure sensorielle humaine, la vue est de loin plus importante que n'importe quel autre sens. Ouais, donc en gros, il voyait de la merde, enfin il voyait cette merde là, et ça, au fur et à mesure, avec le choc, ça a touché ses autres sens. Enfin, du moins, c'est ce que je comprends. Le goût de ma nourriture, le contact de mes draps, l'odeur des fleurs que l'on m'offrit pour me souhaiter un prompt rétablissement, tout cela devint aussi insupportable et immonde que ce qu'il en est pour mes yeux à présent. Finalement, quand même les voix des médecins... Putain, il y a la musique, elle s'est coupée net, alors... Finalement, quand même les voix des médecins d'humaines devinrent méconnaissables, je décidai de me suicider. Je ne croyais pas une seule seconde avoir la force d'accepter ce nouvel univers. Du moins jusqu'à ce que je rencontre Seiya. My waifu de 13 ans. Voilà. Une nuit, alors que j'étais en train d'essayer de penser à la façon de m'y prendre pour mourir sans douleur, je me vis succomber au sommeil. Il n'y a pas 36 000 solutions quand t'es cloîtré dans un lit d'hôpital. Hein. Dérivant entre les cauchemars de mes rêves et ceux de la réalité, je ne la remarquai pas entrer dans ma chambre. Je préfère les dessins quand on voit que son personnage, pas sur les CG. Sur les CG, je sais pas. Pas sur les CG, déjà, elle fait plus âgée. Déjà. Donc, voilà. En même temps, c'est le Loli, donc c'est difficile de... C'est difficile de connaître l'âge d'une Loli, mais bon, quand tu vois comment elle parle... Voilà. Je m'aperçus soudainement de la présence d'un visage en train de m'observer avec curiosité à côté de mon lit.
Ouais, enfin bon, là, elle est pas à côté de ton lit, elle est sur toi, là, mais parce que là, je sais pas où il se situe ton lit, mais si on est en vue subjective... Enfin bref. Le, vis- le visage n'était pas couvert de pus, de dépôts visqueux ou de tentacules ressemblant à des vers de terre. Il avait des joues blanches et lisses, des yeux ronds, un adorable petit nez. Toutes ces choses que je croyais ne plus jamais revoir. Le visage était celui d'une fille indéniablement humaine, et rayonnant littéralement de beauté. Bah, en même temps, faut le comprendre, le mec. C'est le gars pendant. Le gars, il arrête pas, il a un toucher dégueulasse. Il a tous ses sens, ils sont perturbés, il voit cette merde. Alors, moi aussi, si je voyais une personne normale dans tout ce bordel, je pense que je m'y intéresserais aussi. Puis tu peux rapidement devenir taré avec toutes ces conneries, mais... Voilà. Là, c'est l'orgasme. Ah, une loli. Ah, mon point faible. Oui, maman. Je soupirais en admiration, savourant depuis que j'avais regagné la vue, joie et paix intérieure. Apparemment, elle ne s'attendait pas à une telle réaction. Tu n'as pas peur de moi? Regardant l'horloge, je vis qu'il était exactement 3 heures du matin, pas le moment indiqué pour qu'une jeune fille se mette à errer dans un hôpital. Même quelqu'un sans aucune imagination en serait probablement venu à penser qu'il s'agissait d'un fantôme. Moi par contre, j'en avais cure... Oula putain, le langage soutenu, ça me casse les couilles par contre. Je n'en avais cure qu'elle put en être un. Elle était d'une envoyée du ciel. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, j'essaie de faire du roleplay, mais ça marche pas. Je m'appelle Saya. Je cherche mon père. Tu vois, en fait, bon, là, c'est je cherche mon père, donc c'est normal, mais quand elle le dit, là, en VO, elle dit papa. Et papa, bah, c'est les enfants, sinon tu dis Oto-san, ou pour dire, tu dis Oto-san, Oto-sama, enfin voilà, tu dis des trucs comme ça. Elle dit papa, donc ça reflète bien son côté juvénile. Et bien fraîche. Je m'égare. Je me dis qu'il devait s'agir de la fille de l'une des infirmières de garde, ou sinon d'un patient. C'était inhabituel, mais pas impensable qu'un enfant se mette à vagabonder dans les couloirs. Au contraire, bah tu vois, même lui il dit que c'est une enfant, donc à un moment... Au contraire, la faute était à rejeter sur la sécurité de l'hôpital qui ne s'était pas assuré d'avoir fermé les portes correctement. C'est pas drôle si t'as pas peur. Attends, criai-je prêt à tout pour l'empêcher de partir. Ce ne fut qu'après qu'elle se soit retournée que je me rendis compte n'avoir anticipé la suite. N'avoir pas anticipé la suite. Quoi? Ses yeux m'attiraient dans leur profondeur, m'apaisant au plus profond de mon âme, tandis qu'un brouillard blanc obscurcissait mon esprit. Je m'efforçais de former une phrase cohérente. Je ne devrais pas faire ça à une fille, mais tu es la seule à qui je peux demander. Suce-moi la bite! Non, sérieux, je vois pas ce qu'il pourrait lui demander à part ça. N'étant plus concerné par les convenances, je laissais les mots se déverser hors de ma bouche. Est-ce que tu pourrais me laisser te tenir la main? Oui, oui. Oui, ça marche aussi. Au début, Saya eut l'air troublée, mais elle se mit à sourire, comme si elle venait de trouver un nouveau jouet. Son sourire était comme un soleil. Tu es bizarre, dit-elle en me tendant sa fine main blanche. Personne ne m'a jamais demandé ça. Avec d'infinies précautions, comme si je tenais dans ma main des flocons de neige, je mis ma paume contre la sienne. Je pouvais nettement sentir la chaleur et la douceur humaine de ses doigts délicats. Elle était là, juste derrière la paume de ma main. Repensant aux larmes de joie que je versais alors, je sais que cet instant représente celui où je fus délivré de mon destin. C'est la première fois depuis plus de 2 semaines que je n'ai pas touché quelqu'un et l'ai senti humain. What the fuck?
Je ne peux toucher personne. C'est un accident et comme séquelle, les gens ne me paraissent plus comme des humains. T'es chelou, toi. Vraiment étrange. Tu es intéressant, dit-elle, enveloppant doucement ses doigts autour des miens. Est-ce que je peux revenir la nuit prochaine? On va monter d'un cran à chaque nuit, hein, vous en faites pas. Oui, bien sûr, mais ça ne te dérange pas? Non, parce que la nuit m'appartient. Je suis Batman. Non, sérieux. Non, sérieux. Et c'est ainsi que nos rendez-vous nocturnes commencèrent. Clin d'œil. Non, parce que visiblement, c'était pas la première fois qu'il l'a sauté, la première fois qu'on l'a vu. Donc, à un moment, ça a dû commencer. Hein? Voilà. Saya vint dans ma chambre chaque nuit à 3 h du matin, profitant habilement des changements de tour de garde des infirmières. Je fus stupéfait d'apprendre qu'elle vivait cachée à l'intérieur de l'hôpital. C'est tellement gros que je ne suis jamais à court de cachette, me dit-elle, répondant à ma surprise par un sourire nonchalant. Elle me dit qu'elle avait vécu en banlieue avec son père, un médecin enseignant à l'hôpital, mais qu'elle s'était retrouvée toute seule quand un jour il finit par ne plus revenir à la maison. Après s'être lassée de l'entendre, Saya avait décidé une nuit de se faufiler dans l'hôpital et y avait vécu plus de 2 mois tout en recherchant son père. Tu n'as pas à... Ah, d'accord. Tu n'as pas à aller à l'école? Non, parce que j'ai cru qu'il y avait une faute de... Non, papa m'a appris tout ce que j'ai besoin de savoir. Tu sais, je suis super intelligente. Quelle étrange fille. Alors qu'elle ressemblait à une enfant innocente, à son air et à sa manière de s'exprimer, cela ne l'empêchait pas d'être capable de se cacher des adultes et de se nourrir par elle-même. Attends de voir avec quoi elle se nourrit, on verra après. Peut-être son manque de... Et non, c'est pas du sperme. Peut-être son manque de bon sens était-il dû à sa jeunesse, mais l'intelligence aiguisée et les connaissances qu'elle exhibait périodiquement ne correspondaient pas à celles d'une enfant. Mais des détails aussi secondaires ne me concernaient pas. Pour moi, Saya n'était que l'unique autre être humain subsistant au sein d'un monde devenu fou. Ouais, quand tu parles d'un monde devenu fou, ça me fait penser à Kenji dans Katao Shoujo. À mes yeux, son existence avait plus d'importance que les normes de la société. Ah, là elle est plus belle. Et je fais des gestes avec ma main que vous ne pourrez pas voir parce que c'est une vidéo et que vous voyez juste mon écran. Mais moi je vise l'écran parce que je suis con. C'est pas dangereux par ici? Tu n'as jamais pensé au fait qu'on puisse te trouver? Non, jamais ici. Je n'ai pas à me soucier de la nourriture et je m'amuse beaucoup plus qu'en restant toute seule chez papa. Je regarde la liste des patients pour trouver ceux qui ont des problèmes mentaux. Continuant Saya, souriant avec Mélisse. Putain, mais c'est une sadique, sa race. Sa race. J'ai eu le hockey là. Lorsque je m'ennuie, je m'introduis dans leur chambre tard la nuit, histoire de leur faire peur. Même s'ils font du grabuge, personne n'ira voir croire que... ce que racontent des malades mentaux. Ils diront qu'il s'agit de mauvais rêves. Ces aveux me rappelèrent que l'hôpital était célèbre pour ses histoires de fantômes. Qui pouvait imaginer qu'en fait de fantômes traînant dans ses couloirs, il s'agissait d'une fille espiègle en chair et en os. C'est pour ça que tu es venu dans ma chambre? Oui, désolé. Tu es fâché? Bien qu'il n'y avait vraiment pas de quoi la complimenter, je ne pouvais pas décemment la réprimander pour la chose même qui avait permis de nous rencontrer. Tu ne devrais pas continuer. À la place, pourquoi ne pas venir me parler la nuit? Hein? Mais c'est ce qu'elle fait déjà, il est 3 h du mat, trou du cul. Tu devrais pas continuer à la place, pourquoi ne pas venir me parler la nuit? Mais 3 h du mat, c'est quand? C'est la nuit!
Tu devrais pas continuer à la place, pourquoi ne pas venir me parler à la nuit? Enfin, peut-être que je suis con ou que j'ai pas compris, mais... Ouais, moi aussi je trouve que ça serait bien plus amusant. Mais c'est la nuit, 3h du mat. Enfin, bref. En faisant très attention, j'ai réussi à dissimuler mon trouble sensoriel. C'était plus qu'évident que les médecins n'avaient aucun moyen de me guérir et le fait que ce nouveau traitement soit encore en phase de tâtonnement me rendait encore plus prudent. Quel intérêt les médecins témoigneraient-ils à un patient exhibant un effet secondaire aussi insolite? En tant qu'étudiant en médecine, il m'était facile d'imaginer la froideur clinique des chercheurs pour le salut de ma dignité. Je n'avais pas l'intention de devenir un lamentable cobaye. C'est ainsi que je cachais mon malaise et mon dégoût de tous les jours derrière un masque de normalité, convainquant les médecins que ces symptômes de stress n'étaient qu'une simple conséquence de l'hospitalisation. Saya fut mon soutien, attendre avec impatience ces visites nocturnes fut l'unique chose qui me donna la force de triompher de mon supplice quotidien. Putain, cette musique du guac Enfin, pas du guac, mais j'aime bien la musique, en fait. Je l'aime bien cette musique en fait, parce que c'est le thème principal du jeu. Mais... avoir de l'espoir peut faire une énorme différence dans le rétablissement d'un patient. Avec l'aide de mon infirmière secrète, je récupérais un rythme qui laissait les médecins pantois. La dernière nuit avant ma libération, je pris mon courage à deux mains et lui demandai: est-ce que tu comptes rester dans cet hôpital indéfiniment? Je n'ai pas pu apprendre quoi que ce soit à propos de mon père, mais je n'ai nulle part où aller. Je suppose que je vais rester ici aussi longtemps que je pourrai m'y cacher. En d'autres termes, elle n'avait pas de raison de rester. Je décidai de me lancer, lui demandant timidement: pourquoi ne pas séjourner chez moi? Hein? Ma famille n'est plus, et donc j'ai plusieurs chambres de vide. Tu n'auras plus besoin de te cacher. Et ce n'est pas un mauvais endroit pour vivre. Tu veux que je vienne vivre avec toi? Oui, et que tu me suces la bite accessoirement. Je sais pas, j'ai un problème avec la fellation, surtout qu'elle n'en a pas fait une. Si, elle en a. Si, ok, je ferme ma gueule, j'ai rien dit. Bah non en fait. Je sais plus, je me rappelle plus de la scène de cul de l'épisode 2, il va falloir que je remette l'épisode. C'est pas grave. Et à ce son là qui me défonce les oreilles, je n'ai pas le courage de lui demander ce qui lui faisait penser ça, alors je m'empressais de lui proposer un marché. En échange, je t'aiderai à chercher ton père. Je le retrouverai quel que soit le prix. Je pense que ce sera vraiment difficile, dit-elle, semblant un peu embarrassée. Papa a sans doute fait quelque chose de mal et a dû quitter l'hôpital. Nous ne pourrons pas prévenir la police. Tu devras être aussi discret que possible. Je ferai tout ce qu'il faut. Incapable de me contrôler, je dis finalement la vérité. Je ne veux pas être séparé de toi. Elle fut au début déroutée, mais après considération, elle me dit: donne-moi un peu de temps pour y réfléchir. Ceci dit, elle quitta ma chambre plus tôt que d'habitude. Il a dû tellement blaser. Le jour de ma libération, je réussis à sourire alors que j'acceptais l'hideux et fétide bouquet célébrant mon départ. Les tas de viande, s'appelant eux-mêmes Koji, Yo et Umi, vinrent me chercher. Ils étaient venus me rendre visite un certain nombre de fois durant mon séjour, et ce ne fut jamais facile de voir mes anciens amis changer d'aussi horrible manière. Les soudaines larmes de désespoir éveillèrent, mais putain, arrête de tourner des heures tardives.
Mes soudaines larmes de désespoir éveillèrent leurs suspicions, mais je me débrouillai pour leur faire croire qu'il s'agissait de larmes de joie. Alors que nous rejoignions la voiture de Koji en traversant les couloirs, le hall d'entrée et le parking, je détournai les yeux de ce monde grotesque à la recherche de Saya, je ne la vis nulle part. Je regardais à travers la vitre de la voiture de l'hôpital s'effacer avec la distance, priant que l'on m'accordât une dernière lueur d'espoir. Jamais Saya n'apparut. Après que Koji et les autres m'aient déposé en face de la maison où j'avais grandi, j'observais les alentours. Je n'avais jamais voyagé, ayant vécu ma vie entière dans cette seule maison, je n'avais pas d'autre endroit où aller, ici, c'était chez moi. Sauf que maintenant, tout avait impitoyablement changé. J'aime bien cette musique. Alors que je me dirigeais de la grille vers l'entrée principale, je jetai un coup d'œil sur le jardin et les arbres. J'y avais beaucoup de souvenirs de mon enfance, et je sentis combien les formes tordues et surprenantes qui s'étalaient devant moi les profanaient. Plus rien ne m'était familier dans cette maison. Plus rien pour m'évoquer les bons souvenirs passés. Ce qu'autrefois j'avais considéré comme ma maison n'était plus à présent qu'un tout autre monde. Je n'ai plus d'endroit où me sortir chez moi, murmurai-je avec un sourire de apitoiement. Grimpant au deuxième étage, je trouvai ma chambre complètement méconnaissable. J'étais assis sur le lit, pelotonné comme un chat abandonné, Saya. Comme je restais là, en état de choc, elle leva timidement les yeux vers moi et avec une voix faible, une voix minuscule, elle me demanda « Est-ce que je peux vraiment rester ?» Je lui répondis en la prenant dans mes bras, la serrant fort pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Saya ne résista pas. Ah, est-ce que je vous mets cette séquence avant de faire l'épisode? Est-ce que je suis un gros sac à ce point? Bon allez, je vous la mets. Arrivant à l'instant en face de la maison Sakisaka, Umi inspire profondément pour se calmer les nerfs. Pour info, on est de retour dans le présent. Hein. Enfin, c'est plus le flashback est fini là. On est de retour. Là, il y a Fuminori qui a rembarré Yo et il y a Umi qui arrive pour aller dire ses 4 vérités à Fuminori, comme il dit. Donc, arrivant à l'instant, Umi inspire profondément pour se calmer les nerfs. Comme il fallait s'y attendre, sa colère ne faiblit pas. Pourtant, elle sait qu'être furieuse ne l'aidera pas puisqu'elle ne pourra pas exprimer ce pourquoi elle est venue. Pendant qu'elle attend une réponse de l'interphone, elle observe la parcelle de jardin visible depuis la grille. Umi n'est pas la mieux placée pour se plaindre de l'entretien, mais là ça dépasse franchement les bornes. L'herbe pousse au hasard et des tas de feuilles mortes traînent un peu partout. C'est plus que mal entretenu, on dirait une ruine inhabitée. C'est allumé à l'extérieur, bien que tous les volets soient clos. Umi suppose qu'on les a pas ouverts depuis un bon bout de temps. Quel genre de vie mène-t-il? Même s'il n'a plus de famille, ce degré de négligence va beaucoup trop loin. Est-ce son imagination ou quelque chose? Plus la viande avariée, ça ne viendrait quand même pas de la cour. À moins que... Ne recevant toujours pas de réponse, elle appuie sur la sonnette encore et encore et encore. Finalement, après avoir essayé 10 minutes, Umi perd patience et ouvre le couvercle de l'interphone. Comme elle pouvait s'y attendre, il a été débranché. Il est probable que Fuminori ne se soucie plus de recevoir ses quelques rares invités, gênés par les livraisons de journaux ou les sollicitations inopportunes. Quoique, elle n'est pas supposée connaître ses motivations. Sa colère relancée face à ce qu'elle ne peut pas que considérer comme un manque total de respect, elle pousse brutalement le portail et s'avance bruyamment dans la cour en direction de l'entrée principale. Compte tenu de l'état de son interphone, elle doute que Fuminori réponde si elle se met à frapper, alors simplement Umi décide d'ouvrir la porte et en entrant d'annoncer sa présence, et si la porte est fermée, elle aura juste à... Étonnamment, la poignée tourne facilement, et, furieuse, la voilà en train d'ouvrir la porte en grand, au-delà de ce qu'était son intention initiale. Ses narines sont instantanément assaillies par une puanteur suffocante. Hein? Qu'est-ce que...
tandis qu'elle reste pétrifiée, la cloche suspendue à l'intérieur de la porte carillonne bruyamment, alertant probablement Fuminori de la présence d'un visiteur. Ok, irinasai. Ça veut dire... vous savez ce que ça veut... Enfin voilà, ça veut dire... Salut. Enfin, salut quand t'es rentré, quoi. Umi a du mal à croire que cette voix qu'elle vient tout juste d'entendre provient de la pièce du fond. Elle était nettement inhumaine, d'autant plus que l'intonation était trop complexe pour être celle d'un animal. Et à quelqu'un? Nulle réponse. À la place, elle entend le bruit spongieux d'une chose molle et humide rampant dans la profondeur de la maison. Éprouvant des difficultés à se représenter cette voix, Umi fixe d'un air absent le vestibule désert, j'allais dire dessert, putain de merde. Il n'y a rien à l'intérieur. Pas même les chaussures de Fuminori, ce qui ne peut signifier qu'une chose, il est toujours quelque part dehors. Si Fuminori n'est pas chez lui, la maison devrait être vide. Alors, quel était ce bruit? Sa colère s'est évanouie comme neige au soleil, laissant la porte ouverte pour que la cloche ne se remette pas à sonner. Umi met un pied dans le couloir. Le plancher craque, mettant ses nerfs à vif. Elle n'est elle-même pas sûre de la raison qui la pousse à se comporter ici comme une cambrioleuse, mais une intuition lui souffle de faire le moins de bruit possible. La puanteur est telle à l'intérieur que la bouffée inspirée à l'extérieur est bien pâle en comparaison. C'est écœurant, on dirait des viscères de poisson laissés à pourrir. C'est vrai, c'est la nourriture laissée dans la cuisine qui se gâte. C'est alors qu'elle remarque un son en provenance du bout du couloir. Marchant délicatement sur les lattes grinçantes, Umi se dirige vers la source du bruit. Elle y trouve deux pièces disposées de chaque côté du couloir, l'une éclairée, l'autre obscure, et choisit d'inspecter la première. C'est la cuisine, éclairée par ce qui doit être l'unique fenêtre dans toute la maison qu'un volet ne ferme pas. Le bruit qu'elle entendit n'est qu'une théière en train de chauffer sur la cuisinière. À côté repose sur la planche à découper un couteau de boucher et quelques carottes à moitié coupées en dés. Une scène de ménage parfaitement normale avec la lumière du soleil couchant, donnant à tout cela une couleur d'un fruit blé décomposé. Y'a que moi qui ça me fait penser à Resident Evil 7. Et la musique aide pas, bordel. Il est évident qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Qui était en train de cuisiner? Et où sont-ils allés? Il y a quelqu'un? Appelle-t-elle, le regrettant à l'instant où elle réalise que sa voix tremble d'une manière incontrôlée. Alors que ces mots résonnent vainement dans la maison silencieuse, elle commence à se sentir stupide et sans défense. Soudainement, elle sent quelque chose de froid suinter à travers ses bas. Elle se penche timidement pour toucher ses pieds et en ramenant le bout à ses doigts à la hauteur de sa vue, elle les retrouve couverts d'une bave visqueuse d'un vert olivâtre. Ah merde, je croyais qu'elle s'était pissée dessus. Cela ressemble à l'eau répugnante d'une cuve bouchée par des algues et des poissons morts. Tout le plancher en est recouvert. Ça doit être la source de l'odeur. Omi aurait voulu avoir conservé ses chaussures à l'intérieur, car ce n'est vraiment plus le moment de faire des manières. Alors que, pleine de regrets, elle repense au chemin qu'elle vient de faire, elle se rend compte que sa position actuelle n'est plus visible depuis l'entrée. C'est de cette cuisine que cette étrange voix et ces bruits de mouvement ont dû provenir. Tadam. Voilà. La pièce suivante, ça doit être la salle de séjour. Comme supposé, après avoir vu les volets clos, le noir absolu règne. Elle ne désire qu'une chose, quitter la maison, mais cela signifie tourner le dos à l'obscurité de cette pièce, ce à quoi elle ne peut se résoudre. Bougeant moins par bon sens que par compulsion, Umi pose un pied dans le salon. Il fait trop noir pour y voir, et la puanteur est pire que jamais. Elle glisse sa main le long du mur, cherchant l'interrupteur, le trouvant plus rapidement qu'elle ne s'y attendait. Et elle le pousse d'une
Chiquenaude. Ouh la vache. Chiquenaude dans un dernier sursaut d'espoir. What? Des couleurs. Tellement de couleurs. Le pourpre des entrailles, le brun de la nourriture avariée, le cramoisi du sang frais, le jaune de la graisse, ces couleurs et d'autres encore proprement indescriptibles se rejoignent en un exaspérant étalage recouvrant la moindre parcelle des murs, du sol, des fenêtres et du plafond. C'est comme si un peintre s'était amusé à retoucher la pièce avec une précision maniaque, ne laissant pas la plus minuscule partie vierge. Les couleurs révèlent tout ce qu'il y a à savoir à propos de la haine, de la malveillance et de la folie du peintre. Ouais, enfin bon, il y a quand même des... Voilà, regarde, la télé, voilà, ou ça, je crois que c'est une caisse, ou même ça, le meuble. Tu vas pas me dire qu'il reste pas des parties qui sont pas peintes, hein? Soyons sérieux. 2 minutes, s'il te plaît. Inspecteur des travaux finis, c'est moi. Les jambes d'Oumi lâchent sous le choc, l'envoyant à terre. Le dépôt visqueux recouvrant le sol imprègne aussitôt son jean, le froid lance ses rides glaciales à l'assaut de ses jambes, de son entrejambe et de son cou. Ses mains volent à son cou pour y accueillir une nouvelle goutte d'une froide substance visqueuse. Au-dessus d'elle, quelque chose est en train de dégouliner sur sa tête. Prenant peut-être la pire décision de toute sa vie, Oumi lève les yeux. Le prédateur est accroché au plafond et quelques instants avant qu'il bondisse sur sa proie, elle le voit dans tous ses détails. Sa bouche et ses narines sont scellées avant qu'elle n'ait le temps de crier, son ventre est déchiré et une chose y pénètre pour se repaître de ses entrailles. Avant qu'elle ressente quoi que ce soit, son esprit s'est déjà brisé. Voilà! Donc je pense qu'on va s'arrêter là, dans la joie et la bonne humeur. Sur ce, c'était Redor, j'espère que cet épisode vous a plu et ne vous a pas traumatisé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, tout le reste. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Tadam. Voilà. La pièce suivante, ça doit être la salle de séjour. Comme supposé, après avoir vu les volets clos, le noir absolu règne. Elle ne désire qu'une chose, quitter la maison, mais cela signifie tourner le dos à l'obscurité de cette pièce, ce à quoi elle ne peut se résoudre. Bougeant moins par bon sens que par compulsion, Oumi pose un pied dans le salon. Il fait trop noir pour y voir, et la puanteur est pire que jamais. Elle glisse sa main le long du mur, cherchant l'interrupteur, le trouvant plus rapidement qu'elle ne s'y attendait. Et elle pousse d'une chiquenaude. Ouh la vache. Chiquenaude dans un dernier sursaut d'espoir. What? Des couleurs. Tellement de couleurs. Le pourpre des entrailles, le brun de la nourriture avariée, le cramoisi du sang frais, le jaune de la graisse, ces couleurs et d'autres encore proprement indescriptibles se rejoignent en un exaspérant étalage recouvrant la moindre parcelle des murs, du sol, des fenêtres et du plafond. C'est comme si un peintre s'était amusé à retoucher la pièce avec une précision maniaque, ne laissant pas la plus minuscule partie vierge. Les couleurs révèlent tout ce qu'il y a à savoir à propos de la haine, de la malveillance et de la folie du peintre. Ouais, enfin bon, il y a quand même des... Voilà, regarde, la télé, voilà, ou ça, je crois que c'est une caisse, ou même ça, le meuble. Tu vas pas me dire qu'il reste pas des parties qui sont pas peintes, hein? Soyons sérieux. 2 minutes, s'il te plaît. Inspecteur des travaux finis, c'est moi. Les jambes d'Oumi lâchent sous le choc, l'envoyant à terre. Le dépôt visqueux recouvrant le sol imprègne aussitôt son jean, le froid lance ses rides glaciales à l'assaut de ses jambes, de son entrejambe et de son cou. Ses mains volent à son cou pour y accueillir une nouvelle goutte d'une froide substance visqueuse. Au-dessus d'elle, quelque chose est en train de dégouliner sur sa tête. Prenant peut-être la pire décision de toute sa vie, Oumi lève les yeux. Le prédateur est accroché au plafond et quelques instants avant qu'il bondisse sur sa proie, elle le voit dans tous ses détails.
Sa bouche et ses narines sont scellées avant qu'elle n'ait le temps de crier. Son ventre est déchiré et une chose y pénètre pour se repaître de ses entrailles. Avant qu'elle ressente quoi que ce soit, son esprit s'est déjà brisé. Voilà! Donc je pense qu'on va s'arrêter là, dans la joie et la bonne humeur. Sur ce, c'était Redor, j'espère que cet épisode vous a plu et ne vous a pas traumatisé. Bon, là, elle est pas à côté de ton lit, elle est sur toi, là, mais parce que là, je sais pas où il se situe ton lit, mais si on est en vue subjective... Enfin bref. Le visage n'était pas couvert de pus, de dépôts visqueux ou de tentacules ressemblant à des vers de terre. Il avait des joues blanches et lisses, des yeux ronds, un adorable petit nez. Toutes ces choses que je croyais ne plus jamais revoir. Le visage était celui d'une fille indéniablement humaine, et rayonnant littéralement de beauté. En même temps, faut le comprendre, le mec. C'est le gars pendant le gars, il arrête pas, il a un toucher dégueulasse, il a tous ses sens, ils sont perturbés, il voit cette merde. Alors, moi aussi, si je voyais une personne normale dans tout ce bordel, je pense que je m'y intéresserais aussi. Puis tu peux rapidement devenir taré avec toutes ces conneries, mais... Voilà. Là, c'est l'orgasme. Ah, une loli. Ah, mon point faible. Oui, maman. Je soupirais en admiration, savourant depuis que j'avais regagné la vue, joie et paix intérieure. Apparemment, elle ne s'attendait pas à une telle réaction. Tu n'as pas peur de moi? Regardant l'horloge, je vis qu'il était exactement 3 heures du matin, pas le moment indiqué pour qu'une jeune fille se mette à errer dans un hôpital. Même quelqu'un sans aucune imagination en serait probablement venu à penser qu'il s'agissait d'un fantôme. Moi par contre, j'en avais cure... Oula putain, le langage soutenu, ça me casse les couilles par contre. Je n'en avais cure qu'elle put en être un. Elle était d'une envoyée du ciel. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, j'essaie de faire du roleplay, mais ça marche pas. Je m'appelle Saya. Je cherche mon père. Tu vois, en fait, bon, là, c'est je cherche mon père, donc c'est normal, mais quand elle le dit, là, en VO, elle dit papa. Et papa, bah, c'est les enfants, sinon tu dis Oto-san, ou pour dire, tu dis Oto-san, Oto-sama, enfin voilà, tu dis des trucs comme ça. Elle dit papa, donc ça reflète bien son côté juvénile. Et bien fraîche. Je m'égare. Je me dis qu'il devait s'agir de la fille de l'une des infirmières de garde, ou sinon d'un patient. C'était inhabituel, mais pas impensable qu'un enfant se mette à vagabonder dans les couloirs. Au contraire, bah tu vois, même lui il dit que c'est une enfant, donc à un moment... Au contraire, la faute était à rejeter sur la sécurité de l'hôpital qui ne s'était pas assuré d'avoir fermé les portes correctement. Ah merde, je croyais qu'elle s'était pissée dessus. Cela ressemble à l'eau répugnante d'une cuve bouchée par des algues et des poissons morts. Tout le plancher en est recouvert. Ça doit être la source de l'odeur. Omi aurait voulu avoir conservé ses chaussures à l'intérieur, car ce n'est vraiment plus le moment de faire des manières. Alors que pleine de regrets, elle repense au chemin qu'elle vient de faire, elle se rend compte que sa position actuelle n'est plus visible depuis l'entrée. C'est de cette cuisine que cette étrange voix et ces bruits de mouvement ont dû provenir. Tadam. Voilà. La pièce suivante, ça doit être la salle de séjour. Comme supposé, après avoir vu les volets clos, le noir absolu règne. Elle ne désire qu'une chose, quitter la maison, mais cela signifie tourner le dos à l'obscurité de cette pièce, ce à quoi elle ne peut se résoudre. Bougeant moins par bon sens que par compulsion, Omi pose un pied dans le salon. Il fait trop noir pour y voir, et la puanteur est pire que jamais. Elle glisse sa main le long du mur, cherchant l'interrupteur, le trouvant plus rapidement qu'elle ne s'y attendait. Et elle pousse d'une chiquenaude. Oula vache. Chiquenaude dans un dernier sursaut d'espoir. What?
Des couleurs. Tellement de couleurs. Le pourpre des entrailles, le brun de la nourriture avariée, le cramoisi du sang frais, le jaune de la graisse, ces couleurs et d'autres encore proprement indescriptibles se rejoignent en un exaspérant étalage recouvrant la moindre parcelle des murs, du sol, des fenêtres et du plafond. C'est comme si un peintre s'était amusé à retoucher la pièce avec une précision maniaque, ne laissant pas la plus minuscule partie vierge. Les couleurs révèlent tout ce qu'il y a à savoir à propos de la haine, de la malveillance et de la folie du peintre. Ouais, enfin bon, il y a quand même des... Voilà, regarde, la télé, voilà, ou ça, je crois que c'est une caisse, ou même ça, le meuble. Tu vas pas me dire qu'il reste pas des parties qui sont pas peintes, hein? Soyons sérieux. 2 minutes, s'il te plaît. Inspecteur des travaux finis, c'est moi. Les jambes d'Oumi lâchent sous le choc, l'envoyant à terre. Le dépôt visqueux recouvrant le sol imprègne aussitôt son jean. Le froid lance ses vrilles glaciales à l'assaut de ses jambes, de son entrejambe et de son cou. Ses mains volent à son cou pour y accueillir une nouvelle goutte d'une froide substance visqueuse. Au-dessus d'elle, quelque chose est en train de dégouliner sur sa tête. L'hôpital était célèbre pour ses histoires de fantômes. Qui pouvait imaginer qu'en fait de fantômes traînant dans ses couloirs, il s'agissait d'une fille espiègle en chair et en os. C'est pour ça que tu es venu dans ma chambre? Oui, désolé. Tu es fâché? Bien qu'il n'y avait vraiment pas de quoi la complimenter, je ne pouvais pas décemment la réprimander pour la chose même qui avait permis de nous rencontrer. Tu ne devrais pas continuer. À la place, pourquoi ne pas venir me parler la nuit? Hein? Mais c'est ce qu'elle fait déjà, il est 3h du mat, trou du cul. Tu devrais pas continuer à la place, pourquoi ne pas venir me parler la nuit? Mais 3h du mat, c'est quand? C'est la nuit! Tu devrais pas continuer à la place, pourquoi ne pas venir me parler la nuit? Enfin, peut-être que je suis con ou que j'ai pas compris, mais... Ouais, moi aussi je trouve que ça serait bien plus amusant. Mais c'est la nuit, 3h du mat. Enfin, bref. En faisant très attention, j'ai réussi à dissimuler mon trouble sensoriel. C'était plus qu'évident que les médecins n'avaient aucun moyen de me guérir et le fait que ce nouveau traitement soit encore en phase de tâtonnement me rendait encore plus prudent. Quel intérêt les médecins témoigneraient-ils à un patient exhibant un effet secondaire aussi insolite? En tant qu'étudiant en médecine, il m'était facile d'imaginer la froideur clinique des chercheurs pour le salut de ma dignité. Je n'avais pas l'intention de devenir un lamentable cobaye. C'est ainsi que je cachais mon malaise et mon dégoût de tous les jours derrière un masque de normalité, convainquant les médecins que ces symptômes de stress n'étaient qu'une simple conséquence de l'hospitalisation. Saya fut mon soutien, attendre avec impatience ces visites nocturnes fut l'unique chose qui me donna la force de triompher de mon supplice quotidien. Putain, cette musique du gouac Enfin, pas du gouac, mais j'aime bien la musique, en fait. Je l'aime bien cette musique, en fait, parce que c'est le thème principal du jeu, mais... Avoir de l'espoir peut faire une énorme différence dans le rétablissement d'un patient. Avec l'aide de mon infirmière secrète, je récupérais un rythme qui laissait les médecins pantois. La dernière nuit avant ma libération, je pris mon courage à deux mains et lui demandai: est-ce que tu comptes rester dans cet hôpital indéfiniment? Vu, bien que mes yeux et mes nerfs optiques fussent intacts. Fus intact. Je sais pas comment. Mes nerfs optiques fussent intacts. Bon, ouais, puis merde. Ça devait être une séquelle de l'accident. La cécité fut un choc, mais à présent, je sais que ma souffrance d'alors n'était rien. Après tout, mes sens de l'ouïe, du toucher, du goût et de l'odeur fonctionnaient parfaitement à ce moment-là.
La véritable tragédie commença comme un vieux revin. Oui, moi aussi, si je retrouvais la vue et que je voyais ça, je me percerais les yeux. Enfin, lui, il a pas fait, mais moi, c'est ce que je ferais. Parce que voilà, hein, quitte à être aveugle, je préfère être... Ben, je préfère. Au moins, grâce à ce que l'on pourrait appeler de la miséricorde, j'avais été capable d'accepter le terrible accident qui venait de m'arriver et l'opération neurochirurgicale qui avait été découlée alors que j'étais encore aveugle. Je me mis à paniquer lorsque je vis pour la première fois l'hôpital cauchemardesque et les formes à vous figer le sang des médecins, des infirmières, bien que je devinais vite de qui il s'agissait. Je frissonne en pensant à ce qui se serait passé si j'avais recouvré la vue en même temps que ma conscience. Soudainement éveillé au milieu de ce que l'on peut que décrire comme étant l'enfer, il ne fait aucun doute que j'eusse perdu la raison instantanément. Bientôt mon trouble se propageait au sens du toucher, du goût et de l'odorat. Au sein de la structure sensorielle humaine, la vue est de loin plus importante que n'importe quel autre sens. Ouais, donc en gros, il voyait de la merde, enfin il voyait cette merde là, et ça, au fur et à mesure, avec le choc, ça a touché ses autres sens. Enfin, du moins, c'est ce que je comprends. Le goût de ma nourriture, le contact de mes draps, l'odeur des fleurs que l'on m'offrit pour me souhaiter un prompt rétablissement, tout cela devint aussi insupportable et immonde que ce qu'il en est pour mes yeux à présent. Finalement, quand même les voix des médecins... Putain, il y a la musique, elle s'est coupée net, alors... Finalement, quand même les voix des médecins du Maine devinrent méconnaissables, je décidai de me suicider. Je ne croyais pas une seule seconde avoir la force d'accepter ce nouvel univers. Du moins jusqu'à ce que je rencontre Saya. My waifu de 13 ans. Voilà. Une nuit, alors que j'étais en train d'essayer de penser à la façon de m'y prendre pour mourir sans douleur, je me vis succomber au sein d'un nouveau jouet. Son sourire était comme un soleil. Tu es bizarre, dit-elle en me tendant sa fine main blanche. Personne ne m'a jamais demandé ça. Avec d'infinies précautions, comme si je tenais dans ma main des flocons de neige, je mis ma paume contre la sienne. Je pouvais nettement sentir la chaleur et la douceur humaine de ses doigts délicats. Elle était là, juste derrière la paume de ma main. Repensant aux larmes de joie que je versais alors, je sais que cet instant représente celui où je fus délivré de mon destin. C'est la première fois depuis plus de 2 semaines que je n'ai pas touché quelqu'un et l'ai senti humain. What the fuck? Je ne peux toucher personne. C'est un accident et comme séquelle, les gens ne me paraissent plus comme des humains. T'es chelou, toi. Vraiment étrange. Tu es intéressant, dit-elle, enveloppant doucement ses doigts autour des miens. Est-ce que je peux revenir la nuit prochaine? On va monter d'un cran à chaque nuit, hein, vous en faites pas. Oui, bien sûr, mais ça ne te dérange pas? Non, parce que la nuit m'appartient. Je suis Batman. Non, sérieux. Non, sérieux. Et c'est ainsi que nos rendez-vous nocturnes commencèrent. Clin d'œil. Non, parce que visiblement, c'était pas la première fois qu'il l'a sauté, la première fois qu'on l'a vu. Donc, à un moment, ça a dû commencer. Hein? Voilà. Saya vint dans ma chambre chaque nuit à 3h du matin, profitant habilement des changements de tour de garde des infirmières. Je fus stupéfait d'apprendre qu'elle vivait cachée à l'intérieur de l'hôpital. C'est tellement gros que je ne suis jamais à court de cachette, me dit-elle, répondant à ma surprise par un sourire nonchalant. Elle me dit qu'elle avait vécu en banlieue avec son père, un médecin enseignant à l'hôpital, mais qu'elle s'était retrouvée toute seule quand un jour il finit par ne plus revenir à la maison. Après s'être lassée de l'entendre, Saya avait décidé une nuit de se faufiler dans l'hôpital et y avait vécu
plus de 2 mois tout en recherchant son père. Tu n'as pas à... Ah, d'accord. Tu n'as pas à aller à l'école? Non, parce que j'ai cru qu'il y avait une faute de... Non, papa m'a appris tout ce que j'ai besoin de savoir. Tu sais, je suis super intelligente. Quelle étrange fille. Alors qu'elle ressemblait à une enfant innocente, à son air et à... Elle était là, juste derrière la paume de maman. Repensant aux larmes de joie que je versais alors, je sais que cet instant représente celui où je fus délivré de mon destin. C'est la première fois depuis plus de 2 semaines que je n'ai pas touché quelqu'un et l'ai senti humain. What the fuck? Je ne peux toucher personne. C'est un accident et comme séquelle, les gens ne me paraissent plus comme des humains. T'es chelou, toi. Vraiment étrange. Tu es intéressant, dit-elle, enveloppant doucement ses doigts autour des miens. Est-ce que je peux revenir la nuit prochaine? On va monter d'un cran à chaque nuit, hein, vous en faites pas. Oui, bien sûr, mais ça ne te dérange pas? Non, parce que la nuit m'appartient. Je suis Batman. Non, sérieux. Non, sérieux. Et c'est ainsi que nos rendez-vous nocturnes commencèrent. Clin d'œil, clin d'œil. Non, parce que visiblement, c'était pas la première fois qu'il l'a sauté, la première fois qu'on l'a vu. Donc, à un moment, ça a dû commencer. Hein? Voilà. Saya vint dans ma chambre chaque nuit à 3 h du matin, profitant habilement des changements de tour de garde des infirmières. Je fus stupéfait d'apprendre qu'elle vivait cachée à l'intérieur de l'hôpital. C'est tellement gros que je ne suis jamais à court de cachette, me dit-elle, répondant à ma surprise par un sourire nonchalant. Elle me dit qu'elle avait vécu en banlieue avec son père, un médecin enseignant à l'hôpital, mais qu'elle s'était retrouvée toute seule quand un jour il finit par ne plus revenir à la maison. Après s'être lassée de l'entendre, Saya avait décidé une nuit de se faufiler dans l'hôpital et y avait vécu plus de 2 mois tout en recherchant son père. Tu n'as pas à... Ah, d'accord. Tu n'as pas à aller à l'école? Non, parce que j'ai cru qu'il y avait une faute de... Non, papa m'a appris tout ce que j'ai besoin de savoir. Tu sais, je suis super intelligente. Quelle étrange fille. Alors qu'elle ressemblait à une enfant innocente, à son air et à sa manière de s'exprimer, cela ne l'empêchait pas d'être capable de se cacher des adultes et de se nourrir par elle-même. Attends de voir avec quoi elle se nourrit, on verra après. Peut-être son manque de... Et non, c'est pas du sperme. Peut-être son manque de bon sens était-il dû à sa jeunesse, mais l'intelligence aiguisée et les connaissances l'aident d'apprendre qu'elle vivait cachée à l'intérieur de l'hôpital. C'est tellement gros que je ne suis jamais à court de cachette, me dit-elle, répondant à ma surprise par un sourire nonchalant. Elle me dit qu'elle avait vécu en banlieue avec son père, un médecin enseignant à l'hôpital, mais qu'elle s'était retrouvée toute seule quand un jour il finit par ne plus revenir à la maison. Après s'être lassée de l'entendre, Saya avait décidé une nuit de se faufiler dans l'hôpital et y avait vécu plus de 2 mois tout en recherchant son père. Tu n'as pas à... Ah, d'accord. Tu n'as pas à aller à l'école? Non, parce que j'ai cru qu'il y avait une faute de... Non, papa m'a appris tout ce que j'ai besoin de savoir. Tu sais, je suis super intelligente. Quelle étrange fille. Alors qu'elle ressemblait à une enfant innocente, à son air et à sa manière de s'exprimer, cela ne l'empêchait pas d'être capable de se cacher des adultes et de se nourrir par elle-même. Attends de voir avec quoi elle se nourrit, on verra après. Peut-être son manque de... Et non, c'est pas du sperme. Peut-être son manque de bon sens était-il dû à sa jeunesse, mais l'intelligence aiguisée et les connaissances qu'elle exhibait périodiquement ne correspondaient pas à celles d'une enfant. Mais des détails aussi secondaires ne me concernaient pas.
Pour moi, Saiyan n'était que l'unique autre être humain subsistant au sein d'un monde devenu fou. Ouais, quand tu parles d'un monde devenu fou, ça me fait penser à Kenji dans Katao Shoujo. À mes yeux, son existence avait plus d'importance que les normes de la société. Ah, là elle est plus belle. Et je fais des gestes avec ma main que vous ne pourrez pas voir parce que c'est une vidéo et que vous voyez juste mon écran. Mais moi je vise l'écran parce que je suis con. C'est pas dangereux par ici? Tu n'as jamais pensé au fait qu'on puisse te trouver? Non, jamais ici. Je n'ai pas à me soucier de la nourriture et je m'amuse beaucoup plus qu'en restant toute seule chez papa. Je regarde la liste des patients pour trouver ceux qui ont des problèmes mentaux. Continuant Saya, souriant avec Mélisse. Putain, mais c'est une sadique, sa race. Sa race. J'ai eu le hockey là. Lorsque je m'ennuie, je m'introduis dans leur chambre tard la nuit, histoire de leur faire peur. Même s'ils font du grabuge, personne n'ira voir croire que ce que racontent des malades mentaux. Ils diront qu'il s'agit de mauvais rêves. Ces aveux me rappelèrent que l'hôpital était célèbre pour ses histoires de fantômes. Qui pouvait imaginer qu'en fait de fantômes traînant dans ces couloirs,